Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle de confiance et au rôle des tiers de confiance dans ce domaine. Avant d'aborder le sujet, je fais un petit point sur la FNTSC. La FNTC, la fédération, regroupe plus de 160 adhérents aujourd'hui, qui sont à la fois des éditeurs de logiciels, des prestataires de services informatiques, des experts, des professionnels réglementés, et des utilisateurs. Cette diversité d'acteurs permet donc à la fédération de bénéficier d'un vaste réseau de compétences qui peuvent s'exprimer dans des domaines tels que la signature électronique, l'archivage électronique, le vote électronique, la facture électronique et la blockchain, l'identité numérique professionnelle et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'intelligence artificielle. La fédération, avec des groupes de travail, définit les bonnes pratiques de la confiance numérique dans ces différents domaines. Pour cela, nous éditons des guides pratiques sur les divers sujets de l'écosystème, comme le KYB, le règlement IDAS 2, le RGPD, entre autres. La FNTC participe également à la normalisation au sein de l'AFNOR et de l'ISO. Mais pour en revenir au sujet qui nous intéresse et qui fait le buzz actuellement, à savoir l'intelligence artificielle, et pour le sujet du jour, l'intelligence artificielle de confiance, comment garantir que ces nouveaux outils numériques soient éthiques, transparents et sécurisés? Et quel rôle les tiers de confiance peuvent-ils ou doivent-ils jouer dans ce domaine? Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Guillaume Poupard, ancien directeur général de l'ANSSI et aujourd'hui directeur général de DocaPost, et qui est également participant au sommet sur l'intelligence artificielle. Guillaume, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Oui, le sujet de l'IA, c'est un buzzword, c'est le truc à la mode. Bon, c'est plus qu'une mode, hein, on le sait tous, c'est une révolution et après, je vais pas rentrer dans les considérations de savoir si c'est plus important ou moins important que la machine à vapeur. Enfin, très clairement, ça va changer nos vies. Et dans notre cadre à nous, en tant que fournisseur de confiance, de numérique de confiance, on a un vrai coup à jouer pour commencer par ma conclusion. Parce qu'on est attendu, parce qu'on a les compétences pour le faire et parce qu'il y a un véritable besoin. Pour illustrer ça, en fait, je vais revenir un petit peu sur le sommet pour l'IA et le faire de manière chronologique pour vous, voilà, vous expliquer comment tout ça est né. Euh, et en fait, il faut remonter en novembre 2023, un peu plus d'un an. Les Britanniques ont fait un premier sommet. Il y a aucun cadre en fait. Hein. C'est pas rattaché à l'ONU ou à l'OCDE ou à je ne sais trop quelle organisation internationale. C'est vraiment quelque chose d'ad hoc. Et donc les Britanniques ont eu ce coup de génie en novembre 2023 de dire voilà, on va faire un sommet sur l'IA parce que tout ça va très vite. Tout ça génère des craintes, génère des peurs, génère des opportunités. Et on va faire un sommet avec des chefs d'État, avec quelques scientifiques, quelques grands chefs d'entreprise, de manière à poser un petit peu le cadre et à lancer une discussion qui soit vraiment multilatérale. Ce sommet, ça a été une vraie réussite, plutôt petit par la taille, mais très, très qualitatif. Et ce qui était très, très intéressant, c'est de voir ce qui en est ressorti en termes de perception, en termes de communication. Ce qui est ressorti, c'est une très grande peur. Vraiment une inquiétude majeure de la part de nombreux acteurs, encouragés d'ailleurs probablement par certains États, pour dire mais attention, l'IA c'est très dangereux. Et on était à une époque où on en parle moins aujourd'hui, c'est intéressant à comprendre aussi, mais à une époque où on parlait beaucoup plus de risques existentiels liés à l'IA, avec cette peur un petit peu intuitive. Euh, Souvent retranscrite dans les œuvres de science-fiction ou d'anticipation, mais où un petit peu cette peur d'une machine qui prendrait le contrôle sur l'humain et qui évidemment détruirait tout ou chercherait à tout détruire. Donc ça peut vous faire sourire, mais c'est quand même un petit peu ça la peur qui anime certains acteurs. Et à l'époque d'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a un certain Elon Musk qui avait même fait un appel à un moratoire sur ces questions d'IA
beaucoup de personnes avaient ricané en mode ouais, bah, il est juste en retard, il est en train de chercher de manière assez filoute à regagner du temps. Bon, c'est une hypothèse, c'est pas exclu. Il y a une autre hypothèse qui serait quand même une vraie peur, y compris parmi certaines formes d'élite, autour de la maîtrise de la machine et cette crainte de ne pas pouvoir la maîtriser jusqu'au bout. Donc vous voyez, on est sur des questions de confiance qui arrivent très très vite parce que voilà, comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce développement de nouvelles technologies? Donc ça a été vraiment le, ce qui est ressorti du sommet britannique. Et la France a rebondi là-dessus avec deux idées. Euh, la première, très technique, on va dire, euh, qui est de dire bah, c'est un super coup diplomatique, donc on va rebondir dessus pour dire on va organiser le sommet suivant, pour quelque part reprendre une bonne idée et chercher à l'amplifier, ce qui est légitime. Et l'autre chose, c'est de dire mais si on parle que de peur, que de risque, euh, c'est pas constructif. C'est pas là qu'on a vraiment quelque chose à apporter. Et donc l'idée, c'est de reprendre ces sujets-là, d'en prendre d'autres également, qui n'étaient pas du tout traités à Bletchley Park, euh, mais sous un angle positif, constructif. Et donc positif, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les risques, hein, c'est pas comme ça qu'on les traite, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais le fait de se dire, ok, il y a des risques, il faut les comprendre, il faut les gérer, euh, et insister sur tout le côté positif que peut apporter l'intelligence artificielle. Et donc les différents thèmes qui sont qui sont traités pendant ce sommet de l'IA, qui a commencé hier matin et dont le point fort sera une journée au Grand Palais lundi, et puis une session de chef d'État mardi matin. Il y a différentes thématiques qui à chaque fois répondent à une crainte légitime de la part de certains acteurs. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les thématiques et j'en serais bien incapable pour certaines d'entre elles, mais on retrouve par exemple la question du travail. Voilà, on l'a tous vu, il y a cette crainte un peu généralisée d'une IA qui viendrait finalement faire notre boulot à notre place et donc qui nous en déposséderait, qui générerait du chômage et ainsi de suite. Cette crainte, elle est légitime là encore, hein, et comme dans toute évolution technologique, bah, qui dit automatisation, qui bah, dit que c'est plus des humains qui vont faire le job. Euh, et donc ça, ce sujet, il est traité sous l'angle, un, il faut être capable d'observer réellement ce qui se passe, voilà, sortir des intuitions qui parfois sont bonnes, mais pas toujours. Donc être capable de mettre en place des observatoires du travail avec les acteurs compétents dans ces domaines-là, et le faire à l'échelle mondiale. Et deux, renforcer cette idée que oui, il y a un petit peu ce leitmotiv qui revient en ce moment, qui est de dire l'IA va pas remplacer l'humain. Ça n'a probablement pas de sens. Par contre, les humains qui maîtrisent l'IA vont remplacer les humains qui ne la maîtrisent pas. Et donc, si on pousse cette logique jusqu'au bout, il y a quelque chose de très fort qui est de dire il faut impérativement former au juste niveau tout le monde. Donc, et c'est pas simple, hein, évidemment, mais il faut être capable d'acculturer à minima, voire de former de manière très, très profonde certains experts aux questions de l'IA. Parce que voilà, ceux qui disent voilà, je vais juste, ça m'intéresse pas, je vais juste attendre que ça passe, ceux-là par contre sont en danger potentiellement. Et vous le vivez probablement au sein de vos entreprises. Enfin, nous, chez DocaPost, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a cette question d'avoir des experts très pointus, capables d'aller vers l'IA, de développer des solutions d'IA, pour nous en interne comme pour nos clients. Mais pour l'ensemble des acteurs, il y a cette volonté de former à minima. Voilà, il faut que tous les collaborateurs de DocaPost sachent rédiger un prompt, poser des questions à une IA générative, comprennent les quelques fondamentaux voilà, qui sont tout à fait accessibles, mais à condition d'être bien expliqués. Et donc voilà, faire de la formation, de la sensibilisation jusque-là, c'est absolument essentiel. Et puis pour nos activités business, il y a vraiment cette idée de faire une revue systématique de toutes nos offres pour voir en quoi l'IA peut venir améliorer, augmenter les fonctionnalités, les rendre plus performantes. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont d'autres qui vont le faire à notre place et qui vont prendre notre place de manière très légitime. Donc tout ça est très pragmatique, mais le lien entre IA, travail et
fonctionnalité apportée est absolument essentielle. Autre sujet qui sera important lors du sommet, il y a une angoisse générale autour de l'aspect climatique et énergétique lié à l'IA. Vous avez probablement vu que les big tech américains notamment, qui pour la plupart étaient quand même sur des trajectoires de décarbone. Bon, ça va, on peut discuter de savoir si ça va assez vite ou pas, mais enfin quelque chose de relativement vertueux. On peut quand même leur reconnaître ça. Tout ça a été complètement pétardé par l'IA générative. Parce que voilà, le but maintenant, c'est plutôt une course à la puissance de calcul, une course à la performance, à la mode très américaine, hein, c'est-à-dire de manière assez brutale. Et puis, on renvoie aux récentes annonces sur Stargate, on va mettre 500 milliards. Enfin voilà, comme on est les plus forts, comme on est les plus riches, on va gagner. Voilà, en bourrinant. Ça a un véritable impact, hein, au niveau climatique, au niveau énergétique. Au rythme auquel on est parti, en 2027, il n'y a plus assez d'énergie pour faire tourner l'IA. C'est ça qui arrête la courbe de croissance de l'IA. Donc ça, c'est une vraie question qui est angoissante à plusieurs reprises, qui est angoissante parce que voilà, pour ceux qui sont sensibles aux questions climatiques, et il y en a heureusement de plus en plus, ça repose la question. Mais en même temps, si on voit ça sous un angle positif, il y a cette idée de dire que on a un vrai rôle à jouer. Quand je dis on, c'est la France, l'Europe, pour avoir une approche peut-être différente, pour que finalement l'IA ne soit pas juste toujours plus de puissance de calcul, toujours plus de données, des choses très, des modèles, des LLM toujours plus gros. Voilà, que ce soit pas finalement cette obésité qui l'emporte, mais bien au contraire une forme de frugalité qui ne doit pas se substituer à une forme de performance. Ce qui s'est passé récemment avec DeepSeek, alors DeepSeek, on entend parler, on entend tout et n'importe quoi au sujet de DeepSeek. Moi, je retiens une chose intéressante sur DeepSeek, donc qui est cette IA chinoise, c'est que par des progrès algorithmiques, eh bien, ils ont été capables de faire, et en s'appuyant sur l'existant, sur les modèles existants, ils ont été capables de faire quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. Alors, financièrement, évidemment, c'est intéressant, mais quand on dit que ça coûte beaucoup moins cher, ça veut dire surtout que ça va consommer beaucoup moins d'énergie, que ça va nécessiter moins de puissance de calcul. Donc c'est très vertueux également en termes de climat. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la France et l'Europe, parce que ça veut dire que pour exister, pour être un acteur et pour garantir notre souveraineté également, pour ne pas être dépendant d'acteurs américains ou chinois, eh bien, on n'est pas obligé de mettre 500 milliards sur la table, on sera probablement incapable de faire, mais on peut justement s'appuyer sur nos points forts, qui sont le savoir-faire, cette compétence algorithmique. Et moi, quelque part, ça me rassure. C'est que heureusement que par la science, quelque part, on peut gagner parfois même plusieurs ordres de grandeur, là où la simple force brute ne peut probablement pas apporter de solution. Donc climat, deuxième sujet important, mais vous voyez, ça fait des liens intéressants avec des questions de souveraineté et donc de confiance et des questions économiques, très clairement. Troisième sujet, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, je les prends parce on les a traités comme ça un petit peu en vertical. Il y a un sujet de gouvernance qui se pose autour de l'IA. Le sujet va très vite. Toutes les différentes organisations internationales ont bien compris qu'il fallait s'en emparer. Il ne fallait pas le laisser aux autres. Donc ça, c'est le côté un peu défensif. Mais qu'il y avait également de vraies opportunités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Il y a des gouvernances de partout. Et plus ça va, plus c'est incompréhensible, on va dire. Donc là, il n'y a pas de solution magique. Il y a plutôt des compromis à trouver pour être capable de se fixer de manière collective des règles pour le développement de l'IA. Et ce compromis, il est sur un axe entre il faut que ce soit suffisamment agile. D'où la tentation du G7 d'aller. Il y a un truc qui s'appelle le processus d'Hiroshima dans le cadre du G7 qui traite d'IA. Donc ça, c'est la version très agile, mais on va être peu nombreux, donc on va être capable de décider. Bon, je mets des guillemets. L'autre tentation, c'est de dire, bah non, ça concerne vraiment tout le monde, il faut être très inclusif, et donc le lieu d'inclusivité maximale, c'est l'ONU. Et donc, dans le cadre de l'ONU, on va parler d'IA et on va gouverner l'IA, avec le risque qui est inhérent au mode de fonctionnement de l'ONU, qui est le monde du compromis, pas du compromis, mais justement, il faut que tout le monde soit d'accord, hein, enfin,
et donc, si on fait une sorte de GIEC de l'IA, comme c'est fait pour le climat, le risque est de ne pas aller à la vitesse de la musique, tout simplement, hein. Et donc d'être systématiquement en retard dans la compréhension, les décisions, et donc de ne pas avoir suffisamment d'influence sur ce qui se passe. Et puis entre les deux, il y a une démarche très poussée par la France qui s'appuie plutôt sur l'OCDE, donc suffisamment de pays, mais pas tous. Une approche inclusive, donc c'est l'OCDE avec la Chine, donc pour ceux qui sont un peu familiers des questions diplomatiques, c'est intéressant, on va dire. Mais voilà, il y a une démarche qui s'appelle le partenariat mondial pour l'IA, qui permet de voilà, d'avoir une gouvernance à la fois agile et inclusive. J'insiste pas plus là-dessus, mais c'est intéressant ce qui se passe autour des questions de gouvernance. Euh, Autre sujet, et puis après, évidemment, je vais me concentrer sur les questions de confiance. Autre sujet, c'est comment faire en sorte que l'IA ne soit pas confisquée par quelques acteurs, quelques big tech, pour pas les nommer, ou quelques pays, comme les États-Unis et la Chine, avec ce risque que, bah voilà, il y ait eux et puis les autres. Avec la question de où est-ce qu'on est, nous? Est-ce qu'on est dans le premier cercle, quelque part, ou bien est-ce qu'on est dans ceux qui subissent les questions de développement de l'IA? Il y a beaucoup de pays que j'ai eu l'occasion de croiser justement dans le cadre de la préparation de ce sommet, qui nous disent de manière plus ou moins directe, de manière un peu véhémente, vous êtes en train de nous refaire le même coup que d'habitude sur les questions technologiques. Vous êtes en train de creuser encore un peu plus le fossé entre les quelques pays riches capables de maîtriser ces technologies et les autres. Et les autres qui sont simplement observateurs, simplement consommateurs, voire exploités. Et donc ça, cette question, elle est complexe, et il faut être capable de traiter, évidemment en encourageant d'un côté le développement économique et voilà, en laissant faire les choses, probablement de manière un peu cadrée, mais enfin en laissant faire l'innovation, il faut également être capable de s'assurer qu'au moins une partie de tous ces développements technologiques bénéficie bien à l'intérêt général, au bien commun. Euh, donc quand on dit ça, certains qualifient ça de bien-pensance. Moi, je pense que ça va bien au-delà de la bien-pensance, bien évidemment, parce que voilà, si on veut qu'on ait une évolution technologique comme ça qui soit bénéfique, y compris pour nous, il faut quand même s'assurer que chacun a un peu une part une part du progrès. Autrement, ça marchera pas. Et donc, dans le cadre du sommet, il y a notamment l'annonce de la création d'une sorte de fondation, un partenariat public-privé, un nouveau machin, vous me direz, financé par les États et par le secteur privé dans le cadre d'actions philanthropiques, qui vise à financer des projets très open source. L'open source a de nouveau le vent en poupe sur ces questions d'IA, étant vu comme plutôt une manière de partager le progrès, de partager les savoir-faire de manière maîtrisée. Et donc l'idée, c'est de mettre 2,5 milliards sur la table. Donc 2,5 milliards, c'est beaucoup d'argent. En même temps, c'est pas les 500 milliards de Stargate. Bon, à voir comment ça fonctionne. Mais le but de cet argent, c'est de financer des projets euh, qui ne se développeraient pas naturellement autrement, dans le but de partager comme ça des outils open source, de partager des projets, de faire des choses en commun qui bénéficient à l'intérêt général. Donc c'est volontairement un peu flou, et ça devra être suivi dans le temps et bien gouverné pour que cet argent soit bien utilisé. Mais l'idée est bien quand même de faire en sorte que tout ne soit pas concentré forcément chez les big tech. Et ça d'autant plus, je vous fais pas un dessin, que la situation américaine actuelle est quand même, pour beaucoup d'acteurs, assez effrayante. Une espèce voilà, de délire, hein. Moi, je ne peux pas utiliser ce genre de terme, actuel, où les États-Unis se disent bon, on va s'autoriser à faire n'importe quoi et on va écraser le monde. Évidemment, ça fait peur à tout le monde, cette affaire-là. Donc le fait de partager comme ça et d'avoir quand même des moyens pour le faire, c'est quelque chose de très rassurant. Et puis enfin, les questions de sécurité et de sûreté qui nous concernent plus directement, qui étaient celles très mises en avant au moment de Bletchley Park, on continue à progresser. Et il y a plusieurs choses qui sont faites pour sortir de la simple peur intuitive pour aller vers une maîtrise de ces risques. On a l'habitude de le faire. Plusieurs éléments. D'une part, il y a la question de la science, parce qu'il y a heureusement des gens qui croient encore en la science.
Il y a toute une étude qui a été publiée il y a quelques jours et qui sera traitée lors du sommet, qui est menée par Joshua Bengio, qui est un chercheur canadien reconnu en IA, mais avec tout un board international qui inclut la France, qui inclut la Chine également, c'est intéressant. Et le but, c'est de faire une sorte de méta-analyse des avancées scientifiques autour des questions de sécurité et de sûreté de l'IA. En fait, il y a un travail colossal qui est fait dans le monde académique, c'est une chance, hein. Et donc cette analyse, il faut la voir comme une synthèse de 300 pages. Synthèse de 300 pages, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière, mais en même temps, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a des questions réelles qui sont déjà traitées par la science. Donc c'est pas la peine de patiner, c'est pas la peine de remettre ça constamment. On peut considérer ça comme acquis pour se concentrer sur les questions sur lesquelles soit on ne sait pas, soit on n'est pas d'accord. Voilà. Donc ce rapport de Joshua Bengio, il est hyper important parce qu'il permet de faire avancer les choses, d'objectiver, de faire avancer les choses de manière pragmatique en utilisant la méthode scientifique qui reste j'en suis convaincu, et vous aussi probablement, la bonne méthode pour traiter ces questions complexes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on s'est attaché à regarder de plus près des questions qui sont souvent mises en avant comme étant des risques concrets liés à l'IA. Donc il y a deux sujets moi qui me tiennent à cœur, c'est pour ça que ça a un peu influencé, mais le premier sujet c'est la cybersécurité. Euh, on entend souvent dire, voilà, avec l'IA, on va être débordé, on va avoir une sorte de tsunami d'attaques informatiques parce que c'est la machine qui va attaquer, c'est plus des humains, c'est les machines qui vont attaquer. Alors déjà, quand c'est des humains, c'est compliqué à traiter et on voit les dégâts que ça peut faire, mais en plus, si c'est la machine qui, de manière autonome, mène les attaques, là, on va plus y arriver. Bon, ce sujet cyber, on peut pas l'écarter hein, parce il se passe vraiment des choses côté attaquant, c'est indéniable, une forme d'automatisation qui est indéniable. Ce qu'il faut aussi, c'est voir que l'IA, pas seul, mais notamment, peut contribuer largement à aider les défenseurs, à aider les gentils. Et donc le fait d'intégrer l'IA, de continuer à développer des solutions intégrant tout ça pour lutter contre les attaques, notamment dans le domaine de la détection. Typiquement, la détection d'attaques, c'est là où l'IA a le plus à apporter. Eh bien, ça permet de contrebalancer l'aide que l'IA peut apporter aux attaquants. Et de toute manière, c'est là. Hein. On n'empêchera pas les attaquants d'utiliser l'IA. Donc, il faut être capable de voir comment est-ce qu'on rééquilibre le jeu. C'est assez classique hein, d'un point de vue technologique. Ce sont des technologies qui sont duales par nature. Hein. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent être utilisées aux deux fins. Donc, comment faire en sorte pour que la défense, la protection puisse résister, voire même l'emporter, reprendre la main sur les attaques, sur les attaquants, notamment grâce à l'IA. Donc ça, c'est un sujet. Et pendant le sommet, il y aura la publication d'une analyse de risque, donc quelque chose d'objectivé, hein, pas juste des peurs, mais quelque chose d'objectivé sur la base de ce qui est observé. Et puis il y aura également un exercice de crise qui sera mené pour voir comment l'IA peut faire évoluer, peut transformer un petit peu la manière que l'on a de mener, de gérer les crises cyber aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis il y a un petit sujet en filigrane dans tout ça qui est la sécurité au sens cyber des IA elles-mêmes. Ce sont des cibles, hein, ces IA. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'elles ne sont pas attaquées? Comment est-ce qu'on se protège de ça? Comment est-ce qu'on anticipe le fait que certaines IA pourraient avoir des comportements manipulés par des attaquants, hein? Il y a une question autour de ce qu'on appelle l'empoisonnement des données d'apprentissage, enfin des choses assez subtiles. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire rentrer dans l'usage en termes cyber, de protection cyber, parce que voilà, ces objets IA qui sont parfois encore un peu mystérieux, il faut bien le reconnaître, ce sont de belles cibles également pour les attaquants. Donc, premier sujet objectivé, celui de la cyber. On ne résout pas le problème, c'est-à-dire il va y avoir un développement autour de ça, mais on le maîtrise. Et le fait de poser les choses, ça permet de sortir de la simple peur, oh là, on va se faire déborder par les agents IA qui vont nous attaquer. L'autre sujet, c'est la manipulation de l'information. Donc ça, vous le voyez, hein, vous lisez ça comme moi dans la presse. Vous le voyez sur les réseaux sociaux. Il y a plus de robots que d'humains sur les réseaux sociaux depuis un certain temps déjà. Les contenus synthétiques ont envahi les réseaux sociaux. Alors parfois à des fins, voilà, c'est pas forcément illégitime hein, de générer des contenus. Il peut y avoir plein de bonnes raisons à ça, mais parfois c'est clairement fait à des fins de manipulation. Et ça, c'est relativement inquiétant.
alors si dans les systèmes facilement accessibles, on sait très bien qu'il y en a certains qui vous empêchent de faire ça, qui refusent. Donc il y a une sorte de surmoi qui a été ajouté à l'IA pour l'empêcher de faire des choses illégales ou immorales ou bon. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus permissives. Si vous allez sur l'IA, sur Grok, qui est l'IA générative associée à X, ex-Twitter, donc dans la galaxie Elon Musk, vous pouvez lui faire à peu près n'importe quoi. Il y a quelques limitations qui ont été mises. Vous ne pouvez pas générer des horreurs, des images pédopornographiques, des choses comme ça. Il y a quand même quelques filtres qui ont été mis sur quelques fondamentaux, mais enfin, ça s'arrête assez vite. Et vous pouvez très vite générer n'importe quoi. Et donc, avec ces images, assez facilement manipuler de nombreuses personnes, y compris ceux qui ne demandent qu'à être manipulés. On l'a très bien vu pendant la campagne électorale américaine. Donc voilà, manipulation de l'information, c'est un autre sujet, avec là aussi le besoin d'objectiver la situation, état de la menace, et puis réfléchir à comment faire pour développer des outils qui permettent de développer, de détecter ces réseaux de bots, de détecter les contenus synthétiques. Donc il y a plusieurs outils open source qui sont mis à disposition dans le cadre du sommet, donc c'est le bon moment pour le faire, et puis des événements qui vont traiter de ces questions-là. Autre sujet autour de la sécurité, il y a la nécessité de développer des capacités d'évaluation de l'IA. Au début, on a tous été un peu surpris par ces nouveaux objets qui sont arrivés. Là, les choses sont en train de s'organiser pour en faire de l'évaluation. Et dans le domaine de la confiance et de la sécurité, on connaît bien ces questions d'évaluation. On sait que la confiance se construit beaucoup par l'évaluation et par la certification. Et donc, à terme, c'est vers ça que l'on va tendre, au moins en Europe, avec cette idée de pouvoir mettre des labels, probablement sur des IA, pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien, qu'elles sont pas dangereuses, qu'elles mettent les bonnes limites, et ainsi de suite. Et donc, pour faire ça, les Britanniques avaient lancé l'idée d'AI Safety Institute, donc un institut de sûreté de l'IA, donc des entités indépendantes qui ressemblent beaucoup à des laboratoires d'évaluation, en fait, tels qu'on les connaît, dont le rôle est de bâtir des référentiels et d'être capable d'aller tester ces IA pour, là encore, objectiver, hein, le mot-clé, c'est l'objectivation. Et donc la France a créé son propre institut il y a quelques jours, officiellement. Ça s'appelle l'INESIA, l'Institut national d'évaluation et de sécurité de l'IA. Vous voyez, tout est dans le titre. Et ça s'appuie sur des compétences existantes, que sont INRIA pour toute la partie recherche, le LNE, qu'on connaît bien, pour sa capacité à générer de la norme du standard et à faire des tests, sur l'ANSSI, évidemment pour les questions de sécurité, et sur le PEREN, qui est une entité, vous ne connaissez peut-être pas, qui dépend de Bercy, qui est justement qui regroupe des experts dans le numérique, dont le rôle est de comprendre justement ces mécanismes numériques, notamment dans le domaine des réseaux sociaux initialement, mais pas seulement. Donc voilà, cette INESIA est constituée, et puis les différents instituts, il y en a une dizaine aujourd'hui, se regroupent en réseau. Et il y a de beaux résultats qui vont commencer à être montrés lors du sommet, parce que voilà, il y a un intérêt commun à coopérer autour de tout ça. Et voilà, ça se passe plutôt bien, si ce n'est que là encore, la situation américaine est un sujet de complexité, on va dire ça comme ça, puisque voilà, à titre d'exemple, la patronne de l'institut américain qui s'appuie sur le NIST a annoncé sa démission, entre guillemets. Je pense qu'elle a été démissionnée il y a 2 jours. Donc voilà, le bazar américain influe jusque chez nous. Et puis dernier point, parce que je vois l'heure qui tourne, euh, point important pour toutes ces questions de confiance, il y a la question de comment est-ce qu'on se fixe des règles et comment est-ce qu'on les applique. Donc ça, c'est le chapeau général. Il y a d'une part l'idée que ces règles, il faut qu'elles soient les plus générales possibles, et vous me voyez venir, avec la question européenne. Et il y a une question quasiment philosophique de savoir est-ce qu'il faut plutôt s'appuyer sur la bonne volonté des acteurs, leurs responsabilités, ou bien est-ce qu'il faut aller vers de la régulation, comme on a l'habitude de le faire en Europe. Donc on a deux grands types de démarches je vais dire qui s'affrontent, je préfère dire qui se complètent, même s'il y a des fois c'est un petit peu compliqué. On a d'une part la démarche des engagements volontaires,
les grands acteurs de l'IA, et pas que les grands d'ailleurs, sont incités à signer des engagements volontaires voilà, où ils s'engagent quelque part à de la transparence, à de l'éthique, à de l'évaluation de ce qu'ils font. Mais c'est de l'engagement volontaire, c'est-à-dire que ceux qui ne le font pas, il n'y a pas de sanction derrière, si ce n'est peut-être une sanction du marché, on peut compter là-dessus, mais il n'y a pas de sanction formelle. Et puis de l'autre, il y a l'approche réglementaire façon européenne avec la IACT qui arrive. Bon, je ne vais pas faire ici tout le débat qu'il y a autour de la LIACT. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est compatible d'une innovation? Est-ce que c'est pas un truc qui va nous faire prendre du retard? Est-ce que c'est pas au contraire une manière de construire l'avenir de manière raisonnable et raisonnée? Ce qui est certain, c'est que la IACT, c'est quelque chose qui est pas simple à mettre en œuvre. C'est assez illisible hein, pour ceux d'entre vous qui ont essayé de le faire. Et donc et ça, l'Europe en est tout à fait consciente. Et donc lors du sommet, il y aura toute une discussion autour du Code of Practice, qui est un petit peu le mode d'emploi de la IACT, forme de cynisme là-dedans. Presque, on est conscient que la loi est pas claire, donc il faut faire une FAQ pour aller expliquer comment l'appliquer. Mais une fois qu'on a dépassé le cynisme, c'est plutôt une bonne chose, très clairement. Et on se rend compte qu'il y a une compatibilité probablement entre les engagements volontaires et cette approche réglementaire. Et l'idée, c'est vraiment de le faire proprement ensemble. Et ça fait un lien avec les instituts d'évaluation, avec la certification. Et tout ça, on pousse beaucoup pour que tout ça fonctionne de manière efficace ensemble, voilà, de manière propre. Tout ça pour vous dire que il y a une dynamique qui est juste incroyable autour de l'IA, donc il faut suivre ça impérativement. Ça va bouleverser nos métiers, ça a déjà commencé, et en même temps, c'est générateur d'énormément d'opportunités parce que on a besoin en France, en Europe, d'avoir des acteurs compétents. On a besoin d'être capable d'intégrer ça. On a besoin de rassurer, parce que les gens ont peur, hein, comme je vous l'ai dit, sur plein de sujets. On a besoin de rassurer sur notre capacité à maîtriser les choses. Et donc, juste pour faire un peu de promotion de DocaPost, mais pour vous montrer ce que ça peut donner en pratique, on travaille beaucoup dans le monde de la santé. Et on a une première fonctionnalité qui est arrivée dans le monde hospitalier, qui est de faire de la synthèse de dossiers médicaux. Euh, donc technologiquement, c'est pas super dur parce que faire de la synthèse, faire du résumé, les LLM ils font ça super bien. Hein. C'est même ce qu'ils font le mieux probablement. Donc vous filez des dossiers, il dit bah, fais-moi un résumé de 2 pages. Le truc il est nickel, il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a très peu d'erreurs. Les fameuses hallucinations, c'est tout à fait maîtrisable. Et puis si vous rajoutez de la relecture humaine là-dessus, du contrôle humain, on peut tout à fait avoir quelque chose d'un haut niveau de sécurité et de sûreté, objectivement. Donc ça, l'important, c'est d'être capable de le faire et de le faire jusqu'au bout de manière maîtrisée. Parce que si vous envoyez tout à ChatGPT, évidemment, ça marche pas bien. Si vous l'envoyez à DeepSeek, c'est pire probablement. Il est hors de question que ces dossiers médicaux se mettent à circuler. Et donc, être capable de comprendre les technos, de les intégrer, de faire tourner ça sur des systèmes, des clouds ou des systèmes legacy qui sont maîtrisés, de les connecter à des entrepôts de données de santé dans les hôpitaux qui soient les bons. Voilà. Ça, c'est typiquement un cas d'usage que l'on a traité jusqu'au bout et qui aujourd'hui est plus que d'expérimentation. Il y a plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital Foch, par exemple, pour ne citer que lui, qui sont en train de l'utiliser aujourd'hui. Et donc, les médecins aujourd'hui peuvent dire, bah voilà, rédige-moi une lettre de liaison pour monsieur machin que je vais envoyer vers tel confrère. Pour un médecin, ça prend une demi-heure. Pour la machine, ça prend quelques secondes. La relecture, la lecture humaine, ça rajoute 2 minutes. Donc vous voyez le gain de productivité absolument incroyable et qui en même temps est complètement compatible de la confiance qui est absolument nécessaire. Je prends volontairement un exemple dans le secteur médical parce que voilà, c'est typiquement un secteur où on n'a pas besoin d'expliquer que la confiance est pas négociable. On a absolument besoin de rester maître quelque part de nos systèmes. Voilà, je m'arrête là, je peux vous en parler pendant des heures, mais pour évidemment respecter le timing. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet exposé. Vous nous avez brossé un petit peu un panel général de l'intelligence artificielle. Vous nous rassurez un petit peu par rapport aux États-Unis et ce qui se passe actuellement. Donc, je vais passer maintenant la parole à Philippe Sanchis, notre secrétaire général, et qui va poser quelques questions sur le sujet. Oui, alors enfin, merci hein, pour ces quelques mots passionnants. Donc, euh, plusieurs grands sujets, formation, climat, gouvernance, sécurité, évaluation même, enfin, de ces sujets IA.
avec au départ le constat d'une certaine peur, enfin d'une certaine crainte, qui est partagée par un certain nombre, hein. C'est normal dans ces grands moments de changement technologique, ça n'appelle pas une confiance totale en général, ou en tout cas une confiance aveugle en l'avenir. Euh, alors peut-être, c'est vrai que au niveau de peut-être deux mots avant une question. Euh, c'est vrai que nous, on constate que au sein des entreprises françaises, l'adoption de l'IA est encore assez faible, hein. Elle se développe beaucoup, évidemment, hein, mais en 2023, il y avait que 6% des entreprises françaises qui avaient mis en œuvre, ou en tout cas qui travaillaient avec de l'IA. On voit par contre que, évidemment, ça évolue très très vite en ce moment avec des investissements majeurs. Euh, alors IA, c'est pas toujours forcément. Alors, vous l'avez évoqué, Guillaume, c'est pas forcément toujours l'IA générative, hein. Il y a beaucoup de formes d'IA. Il y a des formes qui sont très maîtrisées, très utilisées maintenant au sein des entreprises, comme le machine learning, le deep learning. Enfin, voilà, des choses qui sont maintenant devenues un peu plus courantes. Ça amène effectivement, comme vous le disiez, sur cette notion de confiance, parce que s'il y a la peur au départ, si on contrebalance pas ça avec un cadre pour instaurer une confiance, les usages se développeront pas, ou en tout cas ils seront pas acceptés dans la durée. Euh, et ça c'est un point qui nous est cher au niveau de la FNTC, puisque bah, on a créé il y a quelques mois un groupe de travail, hein, qui regroupe différents industriels, différents utilisateurs, grandes entreprises, pour travailler autour de cette notion d'IA de confiance, avec en ligne de mire des notions qui nous sont chères. Alors, les tiers de confiance au sein de la FNTC, ce sont beaucoup d'entreprises qui sont certifiées au titre de leur travail quotidien, j'allais dire, hein. Euh, et, et avec un aspect qu'on travaille souvent nous-mêmes, c'est que quand on touche des sujets qui sont pas encore stabilisés, ou pas encore maîtrisés totalement, ou en devenir, ce qui était un peu le cas dans la matière, on a vraiment cette historique de travailler sur des labels. Parce que justement, alors là, ça rejoint toute cette notion d'évaluation, hein, puisque pour instaurer la confiance, il faut un cadre. Et un cadre dont on s'est prouvé qu'on est, j'allais dire, compliant, conforme à ce cadre. Alors les labels, on a un gros historique au sein de la FNTC pour travailler sur des labels. Un label, c'est toujours un cadre volontaire. Alors tel qu'il est pratiqué souvent au sein de la FNTC, c'est un engagement volontaire. Là, on rejoint un peu une des tendances peut-être d'évaluation. Euh, Là, on se situe souvent dans cette démarche-là. Donc peut-être qu'il y a des travaux qu'on va pouvoir mener vraiment de manière très efficace avec l'INESIA sur ces sujets-là. Parce que ça, la création du groupe de travail IA de confiance qu'on a fait il y a quelque temps, justement, c'était dans la perspective de travailler sur ces labels, parce que encore une fois, nous on est persuadés que pour développer l'usage et vraiment tirer tous les bénéfices, il faut mettre un cadre de confiance, sinon ça ne marchera pas. L'usage ne se développera pas. Alors peut-être, Guillaume, une petite question. Justement, quand on parle d'IA de confiance, est-ce que vous avez quelques pistes sur comment l'incarner, une IA de confiance? Enfin, est-ce que c'est dans la manière dont on la construit, dans la manière dont on l'entraîne, dans la manière dont on l'évalue par la suite, lié aux données? Enfin voilà, quels sont les critères ou les grandes pistes pour définir une IA de confiance? Une très bonne question, et c'est vrai que ça nous anime, et je pense que ça peut pas être, c'est forcément multifacteur. Une IA, ou ce qu'il y a autour des IA, ça reste du numérique, ça reste de l'informatique. Donc tout ce qu'on a contribué à bâtir depuis des années pour faire un numérique de confiance s'applique à l'IA.
à mon avis. Et donc, par exemple, la maîtrise des données, le fait de savoir où elles sont, le fait de savoir qui y a accès, légalement ou pas, ça reste un vrai sujet. Donc, ça peut faire un lien avec des questions de souveraineté par moment, mais au-delà de ça, il y a vraiment ce qui est dû aux détenteurs des données, à nos clients, hein, et ainsi de suite, d'être très transparent finalement sur les systèmes d'information qui sont sous-jacents à ça, IA ou pas IA. Mais pour moi, c'est vraiment le socle parce que toutes les questions de confiance ne sont pas reposées par l'IA. Il y a vraiment tout. Il faut s'appuyer sur tout ce qui a été construit, qu'on continue à construire depuis des années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une question, je ne sais pas s'il faut l'appeler éthique, mais appelons-la éthique, sur l'usage. Et c'est là où, euh, parfois un peu à contre-courant, je défends par principe une démarche comme celle de l'AI Act, euh, même si elle a plein de défauts, mais parce que le fait de dire, bah écoutez, là, il y a tout un groupe d'IA à haut risque, et ça c'est non, ça c'est non, il n'y a pas il y a pas d'exception. Je trouve ça extrêmement sain. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a que l'Europe qui fait ça aujourd'hui. Mais le fait de dire, bah voilà, une IA dont le but est de manipuler les êtres humains, et ben c'est interdit. Et bon, vous pouvez me dire c'est une évidence. Bah non, c'est pas du tout une évidence. Si vous allez aux États-Unis, si vous avez une idée géniale pour manipuler les êtres humains et faire plus de business, vous levez des fonds et facilement. Et on voit, il y a des startups assez incroyables qui visent à optimiser, on va dire, les process de vente, par exemple. Mais bon, où est la limite? Et à mon avis, la limite ne peut être que posée que par le réglementaire. Ça ne peut pas être uniquement basé sur l'engagement volontaire. Donc, l'éthique dans l'IA, faire en sorte que l'IA ne doit pas être utilisée pour manipuler les gens, ne doit pas être utilisée pour les contrôler, ne doit pas être utilisée pour faire euh, du, je sais pas comment dire en français, du scoring. Alors ça, c'est une balle à peine perdue pour ce qui se passe en Chine, évidemment. Vous savez que toute la donnée, toute l'IA est utilisée pour chercher à identifier les bons citoyens et les mauvais citoyens. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe depuis des années là-bas. Et ben en Europe, on dit ça c'est non. C'est non et c'est pas discutable. Et puis en dessous, il y a des IA qui sont voilà où l'éthique peut arriver assez vite, mais en même temps, il y a des usages bénéfiques, donc il y a une forme de dualité, et donc il faut être capable de la maîtriser. Donc la confiance, elle passera par là, par cette capacité de transparence et cette capacité à vraiment distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et puis après, derrière tout ça, en termes de confiance, il y a la question de la donnée qui n'est pas résolue aujourd'hui. Je rejoins complètement. Les IA, alors pour rester sur les IA génératives, même si je partage complètement le fait que la question de l'IA est bien plus profonde que ça. Il y a un phénomène ChatGPT qui fait que tout le monde pense IA générative, mais en vrai, l'IA algorithmique, prédictive, reste heureusement probablement le sujet le plus important. Mais la question de la donnée et des données d'entraînement, notamment, pose de vraies questions. Euh, la démarche des leaders du marché OpenAI en tête a été de prendre tout ce qui existe, voilà, voire plus. Donc tout ce qui est légitimement accessible sur Internet, tout ça, euh, d'aller piller, comme diraient certains, notamment tout ce qui est produit par les médias, bon, et ça pose mille questions, et quelque part de compenser un manque de maîtrise de la donnée par la masse. Aujourd'hui, on en revient complètement de cette démarche-là, avec cette idée de dire il faut peut-être moins de données, mais qu'elles soient plus propres, qu'elles soient plus légitimes. Donc là, on se repose la question de la confiance dans l'usage des données. Il y a des questions de partage de la valeur aussi, vous voyez, ça, il y a en plein de sujets qui sont adhérents à ça, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que, en s'appuyant sur de la donnée bien qualifiée, bien propre et dont l'accès est validé, est-ce qu'on peut pas faire des modèles plus petits, plus frugaux, et qui génèrent une confiance supérieure quelque part. Donc ça, voilà, ce sont des démarches. On n'est qu'au tout début, hein. Donc beaucoup parlent par opposition au LLM, les large language models de SML, hein, small language model. Bon, une fois qu'on a dit ça, le faire, c'est pas forcément si trivial, mais il y a beaucoup d'initiatives intéressantes qui y travaillent. Et là aussi, on a clairement un rôle à jouer autour de ces questions-là. Donc, vous voyez, voilà, confiance, c'est un truc très vaste qui nécessite un cadre,
réglementaires, volontaires, et ainsi de suite, qui nécessitent de la transparence, beaucoup de choses ramènent à la transparence, et qui nécessitent des experts convaincus. On a un rôle à jouer. Voilà. En tant que tiers de confiance, on a un vrai rôle à jouer par définition. Il faut qu'on s'en saisisse, même si, voilà, pour certaines de nos activités, on pourrait se dire, oh, ça, euh, mon activité, je sais pas, pour prendre quelque chose, donc à poste, on fait de l'archivage. Bon, ben l'archivage, on va pas mettre de l'IA dans l'archivage, quoique. Je fais de la signature électronique, bah, ça reste très déterministe, il n'y a pas besoin d'IA. Bon, moi je pense qu'il faut quand même rester très, très actif. Et puis surtout, il faut monter sur les nouveaux métiers, les nouveaux services que va générer l'IA. Et là, c'est à nous de faire ça, je pense, pour que ce soit bien fait. Et je pense que le rôle du tiers de confiance dans cette réflexion sur la confiance qu'on peut attacher à l'IA est absolument essentiel. En tout cas, nous, on en est persuadés tous, j'allais dire, au quotidien, dans les services qu'on peut rendre à des grandes entreprises, hein, que ce soit Docapos, ou Signaturic, le groupe que je dirige en France, etc., ou tous les acteurs de la fédération, on rend tous les jours des services à base d'IA à nos clients. Mais je pense que c'est ce rôle de tiers de confiance et cette prise de responsabilité finalement en tant qu'acteur dans l'établissement de cette confiance, c'est absolument essentiel. C'est un axe stratégique, en tout cas au sein de la fédération, qui est majeur. Exactement. Merci messieurs pour cet échange qui était très intéressant. Maintenant, on va revenir sur un sujet qui m'est cher, sujet juridique. Anne Cantero, donc on a parlé de l'IA, donc l'IA Act. Guillaume, vous en avez parlé, effectivement, c'était un sacré pavé à avaler, complexe. Donc Anne, si vous arrivez à résumer ça en quelques minutes, le synthétiser, ça serait super. Alors, merci Bernard. En même temps, ça me semble quand même très compliqué ou très malhonnête que je vous dise que effectivement, je vais le synthétiser de façon efficace, en tout cas, en quelques minutes, parce que le texte est très dense. En Avec même un peu temps, d'IA, ça devrait aller. comment? Avec un peu d'IA, ça devrait aller. Alors, en fait, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que effectivement, la réflexion qui a été menée pour adopter les dispositions de l'AI Act, ça a été fait par rapport aux risques, et on en a largement parlé. Guillaume Poupard a bien mis en avant, en fait, les risques qui peuvent être des risques rationnels et éviter l'irrationnel aussi. Et en réalité, ces risques ont été pris sous le prisme de l'atteinte possible aux droits fondamentaux des personnes et à la santé et à la sécurité. Parce qu'à partir de là, si on a un système d'intelligence artificielle qui est susceptible de porter atteinte par la manipulation, par exemple, aux droits fondamentaux, parce que derrière ce qu'on peut attaquer, c'est la démocratie, à partir de là, il faut bien mesurer la gravité, la dangerosité de certains systèmes. Mais ces systèmes, ce n'est pas forcément la majorité. Donc, le règlement d'intelligence artificielle dit cela, on les interdit. Alors, toute la problématique va être d'appliquer les caractéristiques de ce type de système d'intelligence artificielle. Mais ça, il y a déjà des dispositions qui ont été adoptées, il y a même les lignes directrices d'interprétation qui viennent juste d'être adoptées par la Commission européenne. L'autre niveau de risque qui a été identifié, c'est plutôt les hauts risques. Et les hauts risques, ici, c'est fortement encadré. Là aussi, c'est en fonction des risques que ça peut représenter. Alors, il y a deux catégories majeures. On a une liste qui est fixée à l'annexe 3, notamment du règlement d'intelligence artificielle. Et puis, il y a tous les composants de sécurité, donc les systèmes d'intelligence artificielle qui seront dans les composants de sécurité de certains produits. L'exemple, par exemple, c'est dans le cadre des voitures connectées. À partir de là, on pourra avoir l'AI Act qui va trouver à s'appliquer. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est parce qu'on va dire que c'est un système d'intelligence artificielle qui présente un risque haut ou un haut risque par rapport à l'atteinte aux droits fondamentaux des personnes, à la sécurité ou la santé, qui doivent répondre à certaines exigences juridiques. Et ce sont des exigences qui sont des exigences essentielles. À partir du moment où ils doivent répondre à ces exigences essentielles, et là on va retomber sur la notion d'IA de confiance, il va falloir qu'ils remplissent et qu'on vérifie, qu'on évalue qu'ils sont bien conformes à ces exigences.
Alors, pour apprécier cette conformité, il va y avoir l'élaboration de normes. Parfois, il y a certaines normes qui seront harmonisées, donc on va retrouver, par exemple, comme je vous disais, pour les produits qui ont déjà fait l'objet d'une conformité en application d'autres législations. Bien, dans ce cadre-là, on va avoir une normalisation et l'appréciation de la conformité. Cette conformité va donner lieu à une certification. Donc là, on est bien sur de la certification et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est contraignant. Et puis, on a les autres systèmes d'IA qui, en réalité, sont très certainement les plus nombreux. Alors, ceux qui vont nécessiter, parce qu'ils ont un certain risque en matière de transparence, des obligations de transparence, ceux qui vont être des services à usage général, mais qui peuvent être un peu, comment dire, à risque systémique. Donc, les risques systémiques, c'est défini par l'AI Act. Et dans ce cadre-là, une attention particulière va être menée. Et c'est là où la labellisation dont on parlait tout à l'heure, les codes de bonne pratique vont trouver à s'appliquer. D'abord, l'AI Act pousse pour, et notamment charge le bureau d'intelligence artificielle donc, qui a été mis en place au niveau européen, à établir, à adopter ce code, enfin un code de bonne pratique, mais il est également mis qu'il faudrait faciliter l'adoption de tels codes de pratique. Alors, bien évidemment, ça peut être au niveau national. Et là, tout le monde est invité à participer à ces codes de pratique. Alors, évidemment, il faut rationaliser ces codes de bonne pratique. Ils ne seront pas tous reconnus de la même façon. Mais ce qui est important pour les juristes, c'est que ça va constituer l'état de l'art. L'état de l'art, en général, c'est extrêmement important. Alors, pour les prestataires, parce qu'ils savent que ce qu'il vaut mieux faire. Et puis, parce que quand on va au bout de la chaîne, ça permet aussi d'apprécier si le prestataire auquel on a recours, eh bien, il est bien conforme à ce qui est correct ou ce qu'il est attendu que le système d'intelligence artificielle s'engage à remplir. À partir de là, il y a déjà des travaux qui ont été menés. Par exemple, il y a l'ANSSI qui a fait des recommandations. Alors là, c'est beaucoup plus technique sur l'architecture. Il y a tout à l'heure, on parlait des problèmes donc pour l'IA. On parlait tout à l'heure des problèmes au niveau des données à caractère personnel. Il y a la CNIL qui a mis en avant et qui a travaillé sur des fiches relatives aux fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle qu'elle a publiées sur son site, déjà pour donner à travers ces fiches les questions à se poser. Alors, on n'en est pas encore au guide de bonne pratique, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais c'est ce genre d'initiatives qui vont permettre petit à petit d'élaborer justement ces bonnes pratiques. Et puis, on a des fédérations, dont la Fédération nationale des tiers de confiance, qui met en place ce type d'initiative également et qui, à terme, devrait contribuer activement aussi à permettre, comment dire, une mise en place, encore une fois, de cet état de l'art qui soit pratique, c'est-à-dire que ça ne reste pas abscon et qu'on puisse réellement le mettre en œuvre. Et c'est tout l'intérêt d'avoir autour de la table des praticiens, des prestataires qui savent ce dont ils parlent, mais aussi qui ont un retour marché en fait. Parce que sinon, si ça se fait que dans des hautes sphères, ça n'aura aucun intérêt et ça sera très compliqué à appliquer et surtout, ça n'a pas d'intérêt pour le marché et donc pour les utilisateurs. Et j'en finirai aussi par là, pour rejoindre ce qui a été dit par Guillaume Poupard sur la formation des personnes et l'acculturation. C'est un point essentiel parce qu'on peut protéger autant qu'on veut les systèmes, en interdire. À partir du moment où les gens ne savent pas comment les utiliser, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être, alors pas directement, comment dire, problématiques ou indignes de confiance, mais en réalité, si les personnes ne savent pas ce qu'on met entre leurs mains, ça peut être très mal utilisé. Et il faut qu'ils sachent, qu'ils aient la maîtrise de cet outil. Et là, ça va passer par la formation. Alors, comme il y a eu à une période des chartes qui avaient été mises en place, par exemple, pour les outils informatiques à utiliser, l'utilisation des réseaux au niveau des entreprises, on peut exactement aller sur le même terrain par rapport à l'adoption de chartes qui seraient des chartes d'intelligence artificielle pour apprendre aux personnes comment utiliser et ce qu'elles peuvent faire, selon quelles modalités, comment est-ce que quand j'utilise une intelligence artificielle, je dois utiliser les résultats, etc. Et donc voilà, je voulais en finir par là parce que c'était vraiment dans les très très grandes lignes et j'essaye de tenir au timing. Merci beaucoup Anne pour
ce rapide panorama sur l'IA Act. Je crois qu'on avait prévu, je ne sais pas si on a le temps de poser quelques questions encore par rapport au timing. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées de poser des questions, je pense que vous avez la chance d'avoir Guillaume Poupard, donc n'hésitez pas. Une question dans le chat sur la question de l'IA éthique et certifiée versus les TPE, PME. Ça aussi, c'est une autre fracture qu'il faut éviter. C'est que l'IA ne doit pas être réservée à aux gros, y compris en Europe hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est une question qui n'est pas simple. En tout côté, il y a des startups, il y a plein de startups dans le domaine de l'IA, donc il y a déjà des petits qui sont part du sujet, mais c'est évidemment un cas un peu particulier. Mais par contre, comment est-ce qu'on fait pour que l'IA bénéficie aux PME, que les PME puissent s'emparer de ce sujet-là pour continuer à développer leurs solutions, leurs produits, leurs services. Ça, c'est complexe. Je pense que les règles génériques ou les idées génériques que l'on a de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs et tout ça s'appliquent aussi bien aux petits qu'aux gros. Et le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles de plus en plus. Il y a même une démarche citoyenne, hein, les cafés IA, les choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'aller au devant des personnes pour leur expliquer, faire de la pédagogie. Tout ça va très vite. Il y a derrière de la science extrêmement pointue, évidemment, mais enfin, c'est pas pour autant que c'est pas du tout compréhensible, au contraire. Et à l'inverse, c'est là où c'est rigolo avec l'IA générative, c'est que tout le monde peut en faire l'expérience à titre même personnel. Et donc, le fait à la fois d'inciter les gens, de les rassurer, de dire allez-y, c'est pour vous aussi, utilisez-le, et en même temps, au passage, passer quelques messages sur les risques associés. Hein, c'est toujours cet équilibre qui permet de créer la confiance. Ça me paraît intéressant. Après, dans l'intégration de l'IA dans les produits et les services, ça veut dire que nos informaticiens, on est déjà plus informaticiens depuis longtemps, mais enfin nos experts numériques, il faut impérativement qu'ils mettent cette corde de l'IA à leur arc. Ça se fera assez naturellement avec avec les jeunes qui arrivent. Aujourd'hui, les programmes de formation et tout ça s'adaptent très très vite pour intégrer les questions d'IA. Et donc, ça va reposer une question à laquelle on est habitué aussi hein, dans le monde numérique, qui est celui du reskilling, pour utiliser un mot bien français, des gens pour voilà, se former en continu. Et donc, l'action de la formation professionnelle, y compris des experts numériques, va se poser à acuité également pour ces questions d'IA, pour que voilà, chacun puisse rester à la page. Nous avons une autre question? Oui. Quel rôle concret pour les tiers de confiance peuvent-ils jouer dans l'évaluation de la fiabilité des modèles d'IA? Vous avez 2 minutes. Je pense qu'on a besoin d'une adaptation des mécanismes de certification, qu'ils soient volontaires ou obligatoires. Donc ça passe par l'évolution ou la création de nouveaux laboratoires d'évaluation. Ça passe surtout par la création de standards. Je mentionnais l'INESIA. Si dans les arrière-pensées de l'INESIA, il y a le fait d'écrire ces standards, parce que c'est pas tout d'être capable de faire des choses, d'objectiver et de faire des choses pratiques hein, sur voilà, évaluer les risques, et ainsi de suite. Ce qu'il faut idéalement, c'est qu'il y ait une sorte de méthode partagée. Donc ça passe par des standards. Et donc, je sais que l'écosystème réfléchit à la définition de tels standards pour que la certification puisse avoir un côté un peu reproductible, que le résultat, c'est ce qui est un des fondamentaux de l'assertif, que le résultat ne dépende pas de qui fait l'évaluation, bien évidemment. Donc ça c'est important. Et donc l'ensemble de l'écosystème de confiance dont on fait partie doit rentrer là-dedans pour voir assez rapidement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. C'est notre intérêt, probablement, parce que c'est ce qui nous permettra de distinguer ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait par d'autres, donc de rester leader sur ces questions de confiance. Et en même temps, je pense qu'on peut apporter aussi des cas d'usage, à la fois de la méthode et des cas d'usage. Donc voilà, c'est une réponse qui est très générique parce que est très flou parce que je ne sais pas comment tout ça va se mettre en œuvre en pratique, mais il faut qu'on soit très vigilant. Vous parliez d'un groupe de travail sur l'IA de confiance. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse partie de cette dynamique pour apporter notre savoir-faire.
Parce que même s'il y a des questions nouvelles qui sont posées, même si l'IA, ça bouleverse un peu les choses, je pense que les fondamentaux de la sécurité, de la confiance, que pour le coup on maîtrise, c'est des sortes de réflexes quasiment qui sont les nôtres. Il ne faut pas les réinventer dans ce nouveau cadre, il faut les adapter simplement entre guillemets. Donc voilà, c'est là où on a un vrai rôle à jouer, je pense. Merci Guillaume, mais je pense que nous arrivons au terme donc de ce webinaire. Je tiens à vous remercier tout particulièrement Guillaume d'avoir consacré un vendredi matin à 9 heures le temps pour nous expliciter, éventuellement nous rassurer peut-être, nous rassurer donc par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui et qui fait peur à tout le monde, expliciter un petit peu quel sera l'avenir de l'IA au sein de l'Union européenne. Merci à Anne donc pour qui a peut-être pas eu assez de temps pour la partie juridique, mais c'était très intéressant, et à Philippe qui a fait donc qui est intervenu et qui a rappelé le rôle donc des tiers de confiance au quotidien et comment cette intelligence artificielle allait être utilisée. Voilà. Merci à tous. J'espère que ceux qui ont participé au webinaire ont été intéressants. Et Guillaume, je vous souhaite un bon sommet, de représenter bien la France et les intérêts français. Merci à tous et bon week-end. Merci, au revoir. Et au revoir.